Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Véronique Lardet est une psychopathe. Ce sont les experts qui le disent. Et une femme psychopathe? Eh bien, c'est rarissime. Cette mère de 3 enfants mentait à tout le monde. Elle se disait médecin, alors qu'elle était chauffeur routier. Et en 2011, les gendarmes la soupçonnent d'avoir tué son 2e mari, Frédéric Butanovich. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Véronique Lardet. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. On de la raconte. Cote B sur Europe 1. « 9 novembre 2011, à Courcelles-le-Comte, à quelques kilomètres d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Un homme se promène aux abords d'un cimetière militaire anglais de la Première Guerre mondiale. Et sous un tas de branches, près de la ligne de chemin de fer, il découvre un corps en état de décomposition très avancé. Les gendarmes arrivent sur place. Le cadavre est en position fétale, à moitié nu. Un homme en slip, avec un t-shirt. L'enquête s'annonce corsée car rien ne permet d'identifier cet homme. Quelques heures plus tard, l'autopsie révèle un élément crucial. L'homme s'est tatoué à l'intérieur du poignet droit le chiffre 53. La victime est identifiée 3 jours plus tard. Il s'appelle Frédéric Butanovich. C'est un chauffeur routier de 32 ans. Et bien que divorcé depuis 7 ans, il vivait toujours avec son ex-femme, Véronique Lardet. Et le problème, c'est qu'elle n'a jamais signalé sa disparition. Ce qui, aux yeux des gendarmes, la rend immédiatement suspecte. Et l'épluchage de sa ligne téléphonique conforte leur doute. On va voir qu'elle avait des liens réguliers avec M. Butanovich dans les jours qui vont précéder sa disparition. Virginie Vasseur, juge d'instruction. Et que le soir de sa disparition, Mme Lardet ne cherchera plus jamais à joindre M. Butanovich. Et en plus, les comptes bancaires de M. Butanovich ont été vidés, mais ont été vidés au maximum, c'est-à-dire que la personne qui a vidé les comptes savait qu'il avait un découvert autorisé et savait quel était le montant de ce découvert autorisé. Rebondissement dans l'affaire du meurtre de Frédéric Butanovich. Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes soupçonnent désormais son ex-femme de l'avoir tué. Elle s'appelle Véronique Lardet. La chauffeuse de camion a donc été placée en garde à vue. Elle fait figure de suspect numéro 1 dans cette affaire. Bon, Madame Lardet, c'est votre 2e audition. On n'est plus sur des choses simples. Hein. Vous voyez bien qu'on a votre téléphonie, qu'elle est contre vous. Vous étiez avec Frédéric avant qu'il soit tué. Bah écoutez, oui voilà, je me suis défendu de ce porc. J'avais pas d'autre solution. On était dans sa voiture, on discutait, et il a voulu avoir un rapport, il a voulu m'imposer une fellation. Bah, j'ai dit non. Ça a beaucoup crié. Quand il était sur moi à califourchon, j'ai pris son écharpe, j'ai serré, je l'ai étranglé. J'ai sauvé ma peau, quoi. Code B4, expertise psychologique de Lorraine Payen.
Expertisé dans un premier temps par un psychiatre en garde à vue, le docteur Darras a constaté que Madame Lardet dispose d'un niveau de conscience clair, une absence de confusion mentale ou d'éléments psychotiques. En revanche, ce médecin psychiatre révèle une présentation outrancière, des pleurs répétés et un état en apparence déprimé. Elle ne correspond pas à l'idée que j'en attends au regard des faits qu'on lui reproche. Parce qu'elle est très fine, très longue, elle est grande, elle a les traits très fins et elle est très effacée. Donc elle parle lentement, elle parle doucement, elle ne s'énerve pas. Donc on a du mal à se rendre compte de la personne commettant ce type de fait. Madame Lardet, nous avons retrouvé dans le corps de Monsieur Butanovitch, votre ex-compagnon, du zolpidem, qui est un puissant hypnotique, mais aussi du fentanyl, qui est un analgésique. Comment est-ce que vous expliquez cela? Aucune, je ne sais pas. Mais madame, ça signerait un empoisonnement pour le tuer. Oh, vous en avez conscience de ça? Ah, mais moi, madame le juge, j'ai rien fait de tel. Elle ne répond pas aux questions. En fait, elle a son chemin de pensée. J'ai mon raisonnement et elle ne veut pas donner d'éléments pour répondre aux questions que moi je lui pose. Elle reste dans sa façon de fonctionner. Je dis elle embrouille, oui, parce que sur une question claire où on peut répondre par oui ou par non, elle répond parfaitement à côté, de sorte qu'il y a des questions qui lui ont été posées sur lesquelles on n'aura jamais eu de réponse. Madame Lardet, un autre élément étrange. Votre premier mari, Monsieur Fleurisson, est mort il y a 9 ans. Et même si vous n'avez pas été poursuivi pour tout cela, disons qu'aujourd'hui ça paraît troublant. Hein, on l'a retrouvé alcoolisé avec un cocktail de 4 médicaments dans le sang. Vous avez une explication? Ben non, je sais pas. Mais avec mon premier mari, les gendarmes ont dit que c'était accidentel. Il n'y a rien contre moi. Elle va dire qu'il était alcoolique, qu'il était déprimé aussi, et que alors qu'il s'était alcoolisé, il est tombé du matelas sur le sol d'une 20aine de centimètres sur un tesson de bouteille qui était à côté du lit et qui s'est coupé la jugulaire. Dans le sang de Monsieur Fleurisson, il y avait des médicaments que Monsieur Fleurisson ne s'était pas vu prescrire. Par contre, Madame Lardet s'était vue prescrire des anxiolytiques et des somnifères. Et on va apprendre également qu'il ne souffrait pas d'addiction alcoolique. Ça avait été classé sans suite. On avait considéré que c'était un fait accidentel. C'est troublant parce qu'on va se retrouver avec 2 victimes qui ont, pour l'un dans le sang et pour l'autre dans les fibres musculaires, des médicaments qui ne leur ont jamais été prescrits. Deux mois après ses aveux, Véronique Lardet change totalement de version. Elle ne reconnaît plus rien. Madame la juge, si j'ai avoué avoir tué Frédéric, c'est parce que j'avais la pression de mon mari, Jean-Michel. Mais c'est lui qui a tué mon ex. Il était jaloux. Alors quand je l'ai su, j'ai eu peur. Je pensais que Jean-Michel, il allait s'en prendre à moi et aux enfants. C'est la raison pour laquelle je me suis accusé du crime. Mais madame la juge, je vous le jure, c'est pas moi. Au moment où je la vois, elle s'est rétractée et elle ne reconnaît plus les faits. Lorraine Payen, experte psychologue. C'est quelqu'un qui a un physique agréable, qui possède un certain charme et qui s'exprime très bien, avec une forme d'assurance et de séduction.
Chez elle, la séduction était peut-être et plutôt une stratégie d'obtenir des avantages, était une façon d'avoir peut-être aussi du contrôle et du pouvoir sur les autres. Quand on lui pose la question, quand je lui ai demandé « mais est-ce que c'est votre mari qui l'a tué ?» Elle me dit « je ne sais pas, je cherche ». Pourtant, elle dit que M. Pankouk lui a montré des photos de Frédéric qui était décédé. Donc sa nouvelle version, c'est qu'elle se dit victime d'un chantage de M. Pankouk. Donc elle adopte une posture victimaire. Elle entretient le flou. Elle nous maintient dans l'ignorance de la vérité, puisque finalement, on ne peut être sûr de rien. Code B32. Expertise psychologique d'Yves Delannoy. La personnalité de Madame Lardet est apparue complexe, donnant à voir une certaine superficialité affective d'ordre névrotique. On est frappé par le caractère peu adapté du discours et une certaine théâtralité de sa présentation. Ces traits de dimension névrotique hystériforme ne sauraient exclure la possibilité d'un comportement plus réfléchi, y compris dans une dimension criminelle. Ce qui est très important à comprendre chez Madame Lardet, c'est son besoin de contrôle et cette façon qu'elle a d'embrouiller son interlocuteur. Elle oscille entre un discours très maîtrisé et des mouvements d'ambiguïté où elle vous met dans le flou. Elle vous embrouille, elle brouille les pistes, ce qui ne permet pas en fait d'avoir une lecture nette de sa pensée. Ça ne permet pas de faire la distinction entre ce qu'elle pense vraiment et ce qu'elle veut vous faire croire. Cette stratégie d'embrouillement et ce besoin de contrôle, c'est vraiment au cœur de son fonctionnement psychique. Et quand elle me parle des faits, elle utilise les mêmes mécanismes. Ce fonctionnement est conscient. C'est quelqu'un qui est capable de discernement, elle fait très bien la différence entre le bien et le mal. Elle contourne la loi, elle est capable de contourner la loi, mais elle n'ignore pas la loi. Code B16. Expertise psychologique de Lorraine Payen. À travers le récit de Madame Lardet, nous retrouvons une tendance au mensonge ainsi qu'à la manipulation. Elle dit avoir menti à la juge, avoir été mielleuse notamment envers son mari, pour voir son état d'esprit. Étant donné cette tendance, il est intéressant de commenter la déclaration suivante faite en garde à vue. De toute façon, personne ne me croit. Si vous voulez, je peux vous dire que j'ai poignardé et découpé en morceaux Frédéric. Il s'agit d'une réponse exprimée dans la colère et l'impulsivité, ce qui nous fait dire que Véronique Lardet a tendance à défier les autorités. Ce besoin, cette stratégie d'embrouillement trouve, je pense, leur racine évidemment dans l'histoire personnelle de Madame Lardet. Les figures parentales, quand elle m'en parle, apparaissent comme des figures d'attachement insécurisantes. La mère, me dit-elle, n'a pas su lui offrir un cadre affectif suffisamment sécurisant. Le père, lui, quand bien même elle éprouve des sentiments d'amour et d'affection à son endroit, apparaît plutôt comme un père absent et indisponible psychiquement. Une certaine précarité sur le plan affectif. Il y a une précarité aussi financière. Elle parle du manque d'argent qu'ils ont connu et c'est vrai que le manque d'argent était au cœur de ses préoccupations tout au long de sa vie. Code P6. Expertise psychologique de Lorraine Payen. Véronique Lardet décrit une ambiance familiale pesante et étouffante. Elle est la troisième d'une fratrie de 5 enfants. Elle ne côtoie plus aucun de ses frères et sœurs qu'elle décrit ainsi. Oh ben Isabelle, elle est très imbue de sa personne, on se voit plus. Jean-Philippe, c'est le frère dont je suis le plus proche, mais sa femme m'aime pas du tout. Quant aux 2 derniers, ils étaient contre moi avec ma mère. C'était les chouchous. Au sein de cette famille aussi, ce qui est assez troublant, c'est la place en fait du mensonge, de la manipulation, de la duperie. Elle expliquait par exemple que sa mère avait
pour habitude de mentir à l'école en prétextant que ses enfants étaient malades pour que les enfants accomplissent des tâches ménagères à la maison. Elle disait du côté du père qu'il avait tendance à tromper son épouse et qu'il aurait été condamné pour des faits d'escroquerie. Alors le profil psychologique de l'escroc, vous retrouvez des éléments de séduction, de manipulation, de mensonge qui sont des éléments qu'on retrouve dans la personnalité de Madame Lardet. Face à la juge d'instruction, Véronique Lardet s'adapte aux investigations. Et au fur et à mesure, elle change de version. En vérité, elle vit dans le mensonge depuis très longtemps. À son premier compagnon, Marc Fleurisson, qui est mort dans des circonstances troublantes, elle avait fait croire qu'elle était médecin. C'était faux. Elle est chauffeur routier. Alors, Marc Fleurisson, ce qui est très particulier et troublant dans cette relation, c'est qu'elle est quand même fondée sur un mensonge, puisqu'elle fait croire qu'elle a fait des études de médecine et qu'elle est médecin. Elle fait croire ça à ses beaux-parents, puis à l'ensemble de son entourage, même ses enfants. Le fait qu'elle ait embarqué quand même son mari dans ce mensonge par rapport à ses beaux-parents, ça peut quand même montrer un certain pouvoir qu'elle pouvait exercer sur lui, une certaine emprise, c'est peut-être trop fort, mais en tout cas un certain pouvoir, peut-être une capacité à le manipuler. Ça peut peut-être aussi indiquer que leur relation était peut-être superficielle. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme. Europe 1. Andelatte raconte Code B, la suite de votre épisode. Après s'être intéressé à la vie de Véronique Lardet, la juge d'instruction fouille la relation de couple de Véronique Lardet avec Frédéric Butanovitch, sa victime. Monsieur Butanovitch était toujours très amoureux de Madame Lardet. Je crois qu'il a toujours été dès le premier regard et jusque son décès. Virginie Vasseur, juge d'instruction. Monsieur Butanovitch s'était senti investi comme un père de famille, puisque c'est lui qui subvenait aux besoins de la famille jusque son décès, jusqu'au mois d'août qui va précéder son décès. La première chose qu'elle me dit à son sujet, c'est qu'il était trop enfantin, qu'il était trop immature, que c'était un enfant, qu'il lui fallait un homme. Lorraine Payen, experte psychologue. Dans ce discours, déjà, elle adopte des propos quand même dévalorisants, mais surtout, ça veut dire qu'elle percevait chez elle une certaine supériorité psychologique par rapport à lui. Donc ça laisse aussi sous-entendre qu'elle avait peut-être un pouvoir sur lui, une supériorité, une capacité de le dominer. Ensuite, quand elle me parle du décès de M. Butanovitch, en fait, son discours est essentiellement centré sur son propre ressenti, sur elle-même. Vous savez, madame, je vis mal la mort de Frédéric. J'ai l'impression de me retrouver toute seule. C'était le seul qui m'acceptait comme je suis, tel que je suis. J'existais pour ce que j'étais, et pas pour ce que je représentais. Avec lui, j'avais plus besoin de mentir. Plus besoin de dire que j'étais médecin. Elle n'est pas dévastée parce que sur les écoutes téléphoniques qui sont mises en place au mois de décembre, elle se plaint même auprès de certains de la façon dont M. Butanovitch s'est comporté, en disant que, comme à son habitude, il est parti à l'étranger en laissant tout le monde en plan et que elle en souffre aussi. Et puis, elle n'aura jamais un mot pour lui durant l'instruction. Vraiment, il n'y aura jamais eu un regard en arrière pour M. Butanovitch, qui est décédé dans des conditions dramatiques à 35 ans. À aucun moment, elle ne parle
de la souffrance de cet homme qui était quand même très jeune, qui semblait avoir un profil plutôt sympathique. Il était quand même décrit comme quelqu'un de courageux, de travailleur, d'aimant. À aucun moment, elle n'exprime des affects ou elle ne me dit qu'elle a aimé ses maris. Code P9. Expertise psychologique de Lorraine Payen. Le troisième mariage de Véronique Lardet a lieu en 2011 avec Jean-Michel Pankouk, âgé de 56 ans. Il est gérant de la société de transport dans laquelle elle travaille. 5 mois plus tard, Véronique Lardet se sépare de lui. Lorsque nous lui demandons quel souvenir elle garde de cette relation, elle nous répondra « J'étais sous-payé ». Donc une fois de plus, elle met en avant cet enjeu économique, cet enjeu financier qui, à mon avis, fonde la relation. La relation, elle est aussi marquée par une composante utilitaire puisqu'elle a gagné un certain statut. Elle dit que c'est ce monsieur qui l'a obligée à l'épouser alors qu'on sait qu'elle lui a fait des cadeaux pour initier la relation. Alors elle décrit des disputes, des conflits. En fait, elle adopte une position victimaire. Elle le décrit comme un homme violent, mais il n'y a pas apparemment eu de plainte. Il n'y a pas eu de main courante qui a été déposée. Il y a des incohérences, en fait, dans la manière dont elle présente les choses et aussi dans la manière dont elle les a présentées avant lors de ses auditions. Code P19. Expertise psychologique de Lorraine Payen. Véronique Lardet présente un profil de personnalité de type narcissique, se caractérisant par un besoin d'être aimée et admirée, et elle présente également un certain nombre de traits retrouvés dans la psychopathie féminine, tels que le charme superficiel, une tendance au mensonge, à la tromperie, une tendance à la manipulation, une impulsivité, une immaturité, un égocentrisme, une recherche de pouvoir et une tendance à en faire trop dans un style théâtral. Chez les hommes, la psychopathie s'exprime par des violences très visibles, très bruyantes. Ce sont des personnes qui sont très impulsives. Donc ils ont souvent à leur casier judiciaire plusieurs mentions. Chez les femmes, la violence, elle est beaucoup plus indirecte, beaucoup plus subtile. C'est pour ça qu'elle est aussi plus difficile à identifier. Chez les femmes, cette violence, elle intervient aussi via des stratégies de séduction, de manipulation et de victimisation. Les mobiles chez les femmes qui ont des traits psychopathiques sont souvent le gain financier, et Frédéric Butanovich a très bien pu être perçu comme un obstacle ou une menace à son propre équilibre si il prévoyait de révéler un secret qui aurait été susceptible de la compromettre, par exemple. Ça n'est qu'un exemple. Je pense que si Monsieur Fleurisson est décédé dans ces circonstances... Virginie Vasseur, juge d'instruction. Que si Monsieur Butanovich est décédé dans ces circonstances, c'est parce qu'à un moment, ils avaient signifié leur volonté de se séparer et de ne plus apporter, surtout matériellement, et qu'elle n'avait plus besoin d'eux pour évoluer. Je pense sur le mobile qu'elle va user les hommes psychologiquement et financièrement jusqu'au bout. Maître Anne-Sophie Audegon, avocate de la famille de Frédéric Butanovich. C'est-à-dire que son premier mari, elle est restée plus de 16 ans avec lui. Elle sait que potentiellement elle va recevoir un héritage, etc. Elle l'a usé au bout du bout. On a ce décès. Frédéric Butanovich, finalement, ça va être pareil. Il est usé du bout psychologiquement, affectivement. Elle a réussi à le faire démissionner. Elle a réussi pendant des années à avoir 2 000 € par mois. Là, elle va avoir cet argent qui tombe suite à cette rupture. Mais elle a une autre option. C'est l'option de M. Pankouk.
Monsieur Pankow, qu'il a eu un infarctus, c'est quelqu'un de fragile, etc. Elle est mariée avec lui. Donc potentiellement, voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être décéder bientôt. Donc en réalité, ces mobiles, ça doit être de profiter de quelqu'un à 100%, de lui faire miroiter des choses et puis de lui soutirer de l'argent et ensuite on passe au suivant. Code B17. Expertise psychologique de Lorraine Payen. Véronique Lardet manifeste une volonté de contrôler la situation. Elle pose un certain nombre de questions relatives au contenu des tests psychologiques et à leur interprétation. Ce qui traduit une peur de laisser échapper un aspect de sa personnalité susceptible de la compromettre. Les tests rendent compte d'une personnalité égocentrée, immature, ainsi que d'un étouffement de la vie affective et émotionnelle. Cinq ans après la découverte du cadavre de Frédéric Butanovich, Véronique Lardet comparaît devant la cour d'assises de Saint-Omer pour assassinat. La juge d'instruction a considéré que la mère de famille avait prémédité le meurtre de son deuxième mari. Mais elle campe sur ses positions. Elle est innocente. La famille de Frédéric Butanovich espère qu'elle va enfin craquer. Je les prépare au fait qu'ils connaissent un peu Véronique Lardet, ils savent très bien qu'on ne pourra pas en avoir grand-chose. Maître Anne-Sophie Audegon, avocate de la famille de Frédéric Butanovich. Eux sont persuadés qu'elle a peut-être pas pu faire ça tout seule, qu'elle a été aidée, qu'elle s'est au moins confiée. Donc ils attendent d'avoir la vérité, d'avoir les différents témoins. Et on se dit que lors d'un procès d'assises, tout peut arriver. Et qu'on aura peut-être la vérité à cette occasion. Ils ont beaucoup d'espoir dans ce procès, énormément d'espoir. Mesdames et messieurs, la cour. Alors moi j'arrive également dans ce dossier juste avant l'audience, c'est-à-dire quelques semaines avant l'audience. Maître Loïc Bussy, avocat de la famille de Frédéric Butanovich. Mais je me suis dit qu'avec la maïotique de l'audience, il pouvait en sortir quelque chose de très intéressant. Voilà, raisons qui m'ont poussé à assister la famille de Frédéric. Faites entrer l'accusé. Alors moi j'ai une crainte, c'est que elle ne souhaite pas ou elle ne puisse pas comparaître devant ses juges. Donc c'est déjà un soulagement lorsque le matin, j'arrive à la cour d'assises et que je la vois dans le box. Parce que je me dis, c'est rassurant, elle est là. Alors elle est là sans y être véritablement parce que elle baisse souvent la tête, on voit que le dessus de sa chevelure blonde. Et elle est un peu absente durant cette première journée. La présidente de la cour d'assises décide de commencer, non pas par les faits, mais la personnalité de Madame Véronique Lardet. Donc on commence par les auditions des membres de la famille de Madame Lardet, qui effectivement sont absolument pas tendres avec elle. Et je crois que Véronique Lardet ne s'attendait pas à ce qu'on parle autant le premier jour de l'audience du cas de son premier mari, Monsieur Fleurisson. Madame, vous êtes la mère de Madame Lardet. Comment décririez-vous votre fille? Oh, c'est une menteuse. Elle ment comme elle respire. Elle fait que raconter des histoires pour se faire bien voir. Tenez, un jour on était en famille. Véro, elle avait fait des pizzas. On n'a jamais voulu les manger. Hein. Et pourquoi vous n'avez pas voulu manger ces pizzas? On pensait qu'elle voulait nous empoisonner. On a eu raison. Hein. C'est le chat de la famille qui a fini les pizzas. Et vous savez quoi? Le chat, il est mort. Et ça a été une succession de témoignages très très négatifs à son égard.
Il y a quasiment eu rien de positif qui a été dit sur elle. Et elle a dû le vivre de façon terrible. C'est effectivement moi qui clôture cette journée qui était éprouvante. Il faut vous dire que moi derrière j'ai mes clientes et mes clients qui veulent avoir des réponses et on est un peu agacé par le comportement de Madame Lardet qui veut rien nous dire en fait, qui veut pas s'appesantir sur les faits, qui nous donne pas d'explication, qui est avec cette petite voix fluette, qui se théâtralise comme une femme fragile, sans défense. Je dis à Madame Lardet, profitez bien de cette nuit pour bien réfléchir aux faits qu'on vous reproche parce que mes clients ont besoin de réponses. Et le lendemain matin, je fumais une cigarette pour tout vous dire, en buvant un café à l'extérieur, pas très loin du palais de justice, et j'attendais le passage du fourgon. Le fourgon ne passe pas. Et j'ai ce sentiment de me dire, elle va pas venir. Et lorsque j'arrive à la cour d'assises, la greffière me dit, voilà, il faut aller dans le bureau de Madame la Présidente. Elle veut vous dire quelque chose avec le ministère public et l'avocate de la défense. Et j'ai su à ce moment-là qu'elle s'était donné la mort. Et je lui ai dit à la greffière, je me rappelle très bien, en lui disant « elle est morte ». Et la greffière m'a pas regardé, donc j'ai compris. Et je me suis rendu dans le bureau de la présidente de la cour d'assises qui tenait un petit papier comme ça dans les mains avec les informations qu'on venait de lui donner. Et elle nous a annoncé la mort de Véronique à 5h du matin, qui avait été retrouvée à 5 ou 6h du matin pendue dans sa cellule. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est étrange parce que finalement, c'est des moments et des instants qu'on n'oublie jamais dans sa vie. On a encore les odeurs, les images, les expressions des gens, etc. Là où on est positionné exactement dans la salle de cour d'assises. Et je leur fais face et je leur apprends qu'elle est décédée. Et là, ils sont effondrés. Ils sont dans l'incompréhension totale. Et ils ont encore de la colère pour elle parce qu'ils se disent, là encore, elle a échappé à sa responsabilité. Elle a fui. En décrétant sa propre mort, c'est une façon, chez les sujets qui ont une personnalité avec des traits psychopathiques, c'est une façon de défier l'autorité puisqu'ils échappent à la sanction. Lorraine Payen, experte psychologue. C'est une façon donc d'imposer leur propre sentence. Chez Madame Lardet, c'est aussi une façon de laisser planer le doute sur sa culpabilité par rapport à Monsieur Butanovitch et de conserver un statut d'éternelle innocente. Je pense qu'elle s'est retrouvée véritablement piégée par elle-même. C'est-à-dire que c'était le résultat de 10, 20, 25 ou 30 ans de mensonges. Et ça a créé chez elle une sorte de clivage qui allait passer de l'autre côté. C'était impossible. Voilà. Pour elle, c'était impossible. Elle pouvait même pas, elle, se voir comme ça, comme l'était vraiment. Elle se supportait pas. Véronique Lardet se pend dans sa cellule le soir du premier jour de son procès. Et ce faisant, elle met fin aux poursuites judiciaires. Pour la justice, elle n'a pas tué Frédéric Butanovitch. Elle demeure innocente pour l'éternité. Voilà, c'était mon histoire du jour dans une version psy, donc une version code B. Une enquête signée aujourd'hui de Vincent Deby, rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation de Boris Paczynski.
Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis dès 6h sur votre plateforme de podcast.